Non. Bon. Le point, c'est le suivant. Donc, on est dans le Gvorot Hashem, chapitre même bête, à la page de l'édition classique, non, ça c'est pas bon, une seconde, ah oui, à la page Kouf Samer. Voilà, Samer. La question, c'est pourquoi Yétro est venu, d'après un avis, Yétro est venu après Kriyat Yam-Souf. Il y en a un avis qui dit, non, il y a eu Kriyat Yam-Souf et après la guerre contre Amalek. Alors, je résume ce qu'on a vu. Donc le Maharal dit, on a vu ça il y a 2 semaines, le Maharal dit quelque chose de sublime en vérité, comme à son habitude. Il dit que avant Kriyat Yam-Souf, somme toute, le peuple juif ou hébreu était un peuple comme les autres. Et alors c'est pour ça qu'on est parti, j'explique à Alexis pourquoi on est parti dans ce délire de world music la semaine dernière. J'étais à Hyderabad et là je vois Au Pakistan? Non. Pas Islamabad. Non, Hyderabad. Hyderabad. Ah, je vois. Et là, je vois la musique algérienne. On peut pas écouter, on peut pas étudier le Gvorot Hashem si on n'a pas un minimum de culture musicale. Et là, j'ai écouté Du Idir. Et incroyable. Et Bako, vous avez aimé Bako? Bako, j'ai pas encore. Hein, t'as écouté Bako? C'est sidérant, non? Bon, ok. Donc tout ça, on parlait de world music, c'est-à-dire que, parce qu'on a commencé par la musique corse par contre, mais j'ai pas mis sur le groupe, c'est-à-dire que quelqu'un est corse, il y a des Corses, est-ce qu'on peut devenir corse? Est-ce qu'il y a un tribunal corse qui dit tu peux maintenant t'es corse? Ça existe? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, j'ai voulu être corse, mais j'ai cherché. Quelle était l'entrée pour devenir corse? Alors, est-ce qu'il fallait chanter tous les chants de Imouvrini pour devenir corse? C'est comme ça que ça a commencé. Alors, le Maharal dit, quelqu'un est d'un peuple, c'est des peuples, c'est une ethnie, c'est ethnique. Bien. Mais quand il y a eu la traversée de la mer Rouge, le Ham Israël a acquis une dimension de sainteté qui a fait que c'est possible de s'associer à cette sainteté. C'est pour ça que Yétro, qui n'était pas de l'ethnie, est venu rejoindre ce peuple Kadosh. Voilà, ça c'est la première explication. Mais, deuxième explication, tant qu'il y avait Amalek, c'est-à-dire une opposition virulente à Israël, eh bien, le deuxième avis dit non. Il fallait qu'il y ait la guerre contre Amalek et que Amalek, excusez-moi l'expression, en prenne plein la patate. Et là, il est venu à ce moment-là. Alors, c'est ça qu'on a développé la semaine dernière, c'est la dimension de la vengeance. Pourquoi? Prenons le chant de Haazinu. Donc, à la fin de la Torah, alors, le chant qui représente toute l'histoire du peuple juif et par ce biais toute l'histoire de l'humanité,
termine par le verset, on a tous la même édition, page 513, c'est-à-dire dans Devarim, chapitre Lamed Bet, Pasuk Mem Gimel, c'est le dernier verset du chant, du cantique de Azinu. Arninu Goyim Amo, Kidam Avada Vikom, Venakom. Comment on prononce là, monsieur, les faciles là-bas? Comment on dit les deux kamats? Venakam, Venakom, Venokam, Venakam. Venakam Yashiv Lepsara, Vechiper Almato Amo. Les nations glorifieront son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs qui a été versé, et la vengeance il ramènera sur ses oppresseurs, sur ses persécuteurs. Il expira sur sa terre et sur son peuple, comme ça traduit en plus. Donc là, c'est l'aboutissement de toute l'histoire de l'humanité, c'est que les nations chanteront la gloire d'Israël lorsqu'Hachem appliquera la vengeance de tout le sang de ses serviteurs tzadikim qui a été versé. Donc on voit que les niveaux supérieurs, c'est lorsque la vengeance de Dieu s'appliquera. Explique Nachmanide sur ce verset que c'est Dieu qui vengera Israël, que c'est les peuples qui se sont attaqués à Israël, c'est pas par rapport à Israël qui se sont attaqués, ils se sont attaqués à Dieu. Donc c'est pour ça que c'est Dieu qui vengera. Alors on a vu la semaine dernière de manière développée dans la Sikha de Rav Chaim Shmulevitch que tant que la vengeance, ça veut dire il y a une dimension supérieure de la vengeance. La vengeance est le dévoilement de la justice. Tant que la justice de Dieu ne se révèle pas clairement, eh bien, il y a quelque part une profanation du nom de Dieu. Alors évidemment que cette justice, Dieu ne l'applique pas au quotidien, sinon il n'y aurait plus de liberté. On saurait qu'il faut servir Dieu et que si tu t'opposes à Dieu, tu en prends plein la patate. Donc, Dieu n'applique peu sa vengeance de manière dévoilée. Peut-être elle s'applique de manière non dévoilée, mais pas de manière dévoilée. Mais à la traversée de la mer Rouge, où les oppresseurs, les persécuteurs d'Israël ont été punis, il y a eu un premier dévoilement. Mais il y avait encore Amalek qui avait un refus radical d'Israël, un refus radical de la royauté de Dieu, un refus absolument radical. Donc tant que Amalek n'est pas éradiqué, alors il y a quelque part une profanation du nom de Dieu. Et donc, quelque part, il n'y a pas cette dimension c'est ça, parce que c'est un paradoxal, parce qu'on dit que lorsqu'il y aura les temps messianiques, il n'y aura plus le bureau de conversion. Parce que tout le monde viendra se convertir à Dieu. On ira en yiddish, tout le monde parlera yiddish, on aura souchpet. Ah, évidemment. Ah, c'est ça, l'état messianique. Trop tard. Il vient, il ne connaît pas Idir, il ne connaît pas Bako, il ne connaît pas les Didi. Ah, quand même. On y va. Alors maintenant, on reprend le texte. Je prends mes lunettes. Donc ça, c'est la révision. Hein. Alors, on en est à la colonne de gauche, la deuxième ligne en haut.
Donc il y a la première dimension, c'est la dimension de Kedusha que Israël a acquise avec la traversée de la mer Rouge, mais il y a un avis qui dit que non, qu'il fallait encore un niveau pour que Yétro vienne, c'est la chute de Amalek. Et d'ailleurs, on voit que les enfants d'Israël, en rentrant dans la terre d'Israël, ont 3 commandements: nommer un roi, éradiquer Amalek et construire le temple. Donc la mission du roi, c'est éradiquer Amalek. Et ensuite seulement construire le temple. Alors, je reprends la deuxième ligne en haut à gauche. Veikar hagerut vadibouk beIsraël, mitzach Israël ala umot. Le principal de la guéroute, de la conversion, et se coller à Israël est du fait qu'Israël est au-dessus des nations. C'est par le fait de cette élévation de niveau qu'il y a la guéroute. Parce que si vous voulez, ici c'est un point, comme d'habitude, hein, quand on étudie du Maharal, moi je suis bouleversé parce que je me demande d'où est-ce qu'il tire ce qu'il dit. C'est-à-dire de quelle galaxie il tire ses réflexions. Parce que comment c'est possible la guéroute? Regardez, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, on est au XVIe siècle. Encore, il y a 100 ans, par exemple, tant qu'il y avait l'empire des Tsars, donc jusqu'en 1917, c'était dans l'empire russe, c'était punissable de mort si un non-juif devenait juif. Donc ça veut dire, ça fait 100 ans. Et évidemment, dans les pays très catholiques, c'était aussi condamnable à mort. Donc comment, au XVIe siècle, le Maharal, dans un pays extrêmement catholique comme la Bohème de l'époque, la Bohème ou la Moravie, comment c'est possible qu'il ait une réflexion profonde sur ce sujet? C'est très, 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 très étonnant. Eh bien, néanmoins, il a une réflexion que s'il y a un concept que quelqu'un qui n'est pas né juif rentre dans Israël, devient Israël, ça veut dire il devient Israël. Et là, la nationalité Israël. Or comment c'est possible? Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dépasse l'ethnique dans Israël. Il y a quelque chose qui dépasse l'ethnique. Or ça, Israël est au-dessus des nations, au-dessus de l'ethnique. Or, s'il y a une opposition radicale comme Amalek, il n'y a pas ce niveau supérieur sur les nations. Il n'y a d'opposition radicale chez les nations que Amalek. Parce que tu as des nations, par exemple, qui s'opposent à Israël par intérêt. Par exemple, il y a des rois de France, les rois de France au Moyen-Âge, ils faisaient des expulsions systématiques des Juifs. Maintenant, quand tu vois l'histoire, souvent, c'est que comme les banquiers du royaume, c'était des Juifs, eh ben, ils soldaient la dette en les foutant à la porte. Et il n'y avait plus de dette. Donc, ça, quelque part, c'est pas gentil, c'est pas du tout gentil, mais c'est intéressé. Mais quand, par exemple, quand les Allemands, ils ont perdu la guerre à la bataille de Stalingrad en 1942, que sur tous les fronts, ils perdaient sur tous les fronts, et qu'ils ont massacré encore en été 1944 1 million de Juifs en Hongrie, ça, c'est Amalek. Ils n'ont aucun intérêt, aucun intérêt. Ils n'ont aucun intérêt. C'est même, comment, c'est même contre-productif. Il y a des gens qui disent que si l'Allemagne hitlérienne n'avait pas mis de politique antisémite ou quoi, ben ils auraient gagné la guerre.
parce qu'il y avait plein de scientifiques allemands qui sont tous partis aux États-Unis. Ah oui, évidemment. Donc, Ça, c'est un aspect, oui. évidemment. Ceux qui ont créé, ceux qui ont créé la bombe H étaient, c'est-à-dire, il y avait Mignan, quoi. Hein, non, dans l'opération Manhattan, c'était que des Juifs. Hein. Oppenheimer, Szilard, Einstein et compagnie. Ok. Ok. Attends. Je termine le plutonien. Comment c'est les kétons? J'ai pas dit que c'était des Marocains. Hein. Ah oui, non. Bon, c'est Hazard ou pas? Avec des on vous est pas. Les Marocains, c'est tout ça. Tu veux que je te dise? Ça commence tout de suite comme Tu ça. sais, Avec des on n'a jamais fait. tu veux que je te dise un petit délire? Ce matin, en venant ici, je me suis dit, s'il y avait une machine à remonter le temps, où est-ce que j'aimerais aller? Ou quand j'aimerais retourner et où j'aimerais retourner? Je me suis dit, à Meknès, il y a 100 ans. Je passe mon petit délire. Alors, qu'est-ce que tu penses, David? Je vois David, il rigole. Intéressant. Hein? Regardez, on fait un tour de table. S'il y avait une machine à remonter le temps, et on a le loisir de dire où et quand. Ce matin, non, je me suis dit, Meknès en 1923. Monsieur Alexis? Moi, c'est faire une Kabbalah de Shabbat dans la synagogue du Baal Shem Tov. Là, il a mis la barre. J'étais en Israël il y a 10 jours et je suis allé visiter sur le campus de l'université de Tel Aviv le nouveau Beta Tfutzot. Oui, le nouveau Beta Tfutzot, exactement. Et en fait, j'avais oublié les maquettes des grandes synagogues. Et quand on voit les grandes synagogues de Pologne, de Biélorussie, d'Ukraine, dont il reste rien, bien entendu, c'est quand même très bouleversant. Parce qu'on imagine la spiritualité qui s'en dégageait. Et ça, je me suis dit, ça devait être un truc incroyable. Bon. Mais le Baal Shem Tov, il priait plutôt dans la forêt que dans une grande synagogue monumentale. Enfin, oui, je sais pas. Oui. Bon. Le monde racidique. Le monde racidique. Ouais. L'Ukraine, à Kherson, Kherson, il y a 150 ans. Ouais. Non, mais Kherson, c'était un grand centre juif. Hein. Là où il y a les bombes, là, aujourd'hui. Hein. Ouais. C'était un grand centre juif. Bon, ce étant, nous allons continuer. Tout ça pour dire que, que lorsque Amalek est là, oui, tout ça pour dire qu'il y en a qui s'attaquent à Israël par intérêt. Et il y en a qui s'attaquent à Israël, vous avez dit, hein, c'était contre leur intérêt, sur plein de plans. Et ce qu'on voit, que il y a eu encore un convoi qui est parti de Drancy lorsque les Américains étaient aux portes de Paris. En juin 1944, il y a eu encore, d'ailleurs, le dernier, j'ai lu un livre là-dessus, qui recensait le dernier convoi, et c'est dans ce convoi qu'il y avait Marcel Dassault. Il s'appelle Marcel Bloch. Hein. Il a changé son nom à Dassault, mais c'était Marcel Bloch. OK. Donc là, il dit le Maharal que lorsqu'il y a la itnagdout, donc il y a l'opposition radicale désintéressée contre Israël, donc là, il n'y a pas le niveau supérieur. C'est étonnant comme idée. C'est surprenant. Le Fikar, Lou Shama Yetro, chez Balid Gaïr, les Traber, Israël, Rak Milchemet Amalek. C'est seulement quand il y a eu la guerre contre Amalek que
Israël a dominé Amalek. Asbal et Gaïer, alors il vient se convertir et se relier à Israël. Sheaz ou Sarah Oyev Amitnaged. Alors a été retiré l'ennemi qui s'oppose. Venish Sharou Israël Bardutam Bemalatam Eliona. Et Israël était dans leur niveau supérieur, leur unité d'un niveau supérieur. C'est étonnant, hein? Ok. Le Mandama, troisième avis, que c'est après Matan Torah. Le Mandama, Matan Torah Shama Uba. Il y en a qui disent il a entendu Matan Torah, après il a entendu, il vient. Qui l'on irait chez Ishma Milchemet Amalek. Ça ne lui paraît pas, cette opinion, qu'il a entendu la guerre d'Amalek. Qui a Agav chez Silek Aoyev Ara Bishvilze, car quand bien même a été retiré cet ennemi mauvais, Bishvilze Er Itrabrou Baem Aumot Acherot Beatzmam Em Israël Uma Achat Ve'ager Uma Acheret. Comment tu veux dire? Regardez, c'est une phrase, c'est sublime. Comment voudrais-tu que s'unissent d'autres ethnies quand Israël sont encore une autre ethnie et le guerre est d'une autre ethnie? Aval Arshav chez Israël Kiblou Gamken Malad Yona ou Malat Torah. Mais lorsque Israël a acquis ce niveau supérieur, qui est le niveau de la Torah, Gamken Agerim Efshar Lahem Lekabel la Torah. Alors c'est possible que des guérim reçoivent eux-mêmes la Torah. Le Fikar ba Yetro Lidgaer. C'est pourquoi vient Yetro Lidgaer. Qui Efshar Lichlol Gamken Agerim Im Israël Shemekem et Torah Gamken. Car une fois qu'ils ont reçu la Torah, il est possible d'englober d'autres nations qui viennent recevoir la Torah aussi. Regardez ici, ça fait quand même réfléchir. Parce que des deux premières opinions, on dirait qu'il est venu les Gaïa indépendamment de Kabbalat Torah. Parce que dans le protocole de Géout, il y a quelqu'un, revenons à nos Corses, voilà, c'est l'île de beauté. Voilà. Vous savez d'ailleurs que les grandes familles nationalistes corses viennent de juifs marans. Non. Ah si, c'est très très important ça. Ça c'est très 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 fondamental. Les Paoli sont en vérité des familles juives. Les grandes familles, le mentor de Napoléon, Paoli, c'était des juifs. Très très important, pas lui. Non. Pas Bonaparte. Alors, c'est quoi? Non, j'ai lu, mais vous regardez, juif, vous mettez Google juif corse, vous avez des sites et des sites et des sites là-dessus. Ils sont venus d'Espagne? Non, ils sont venus de Gênes. Ils sont venus de Gênes. Il paraît que Christophe Colomb était maran. Oui. Bon, ça c'est comment? C'est une théorie qui est presque, comment dire, adoptée quoi. Mais j'ai lu ça moult fois. Hein, ça c'est. D'ailleurs, j'ai une connaissance qui est corse, un monsieur corse, qui a écrit un livre là-dessus, les Juifs et les Corses. Voilà. Prochaine conférence académique. Ouais, bon. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des Juifs de je ne sais plus en quelle date, qui sont partis, je crois qu'il y avait une acquisition, etc., ils se sont convertis au christianisme. Ils ont été exilés en Corse, et c'est eux qui ont créé les familles historiques corses. Les grandes familles historiques corses, c'est ces descendants de ces juifs. Ils sont christianisés complètement. Ça, c'est indubitable. Ils sont christianisés. Shalom, tu as un mot? Ouais. Ils sont christianisés. Vous suivez ensemble. Christianisés complètement, mais c'est comme, par exemple, tu as des peuples. Prenons par exemple les Pashtuns,
qui sont des musulmans, très, très musulmans, oui. Eux, ils viennent de juifs. Ça, c'est les Pashtuns, évidemment. Non, pas les talibans. Alors, une seconde. Attends, une seconde. Il y a quelqu'un qui était chez nous. Et qui connaît très, très, très bien l'Afghanistan. Une seconde, je ne sais plus la seconde, qui c'était récemment. Hein. Quelqu'un qui était chez nous, qui est allé, qui connaît parfaitement l'Afghanistan, ça me reviendra qui c'est, et que ils ont une tradition, qu'ils viennent de juifs. Ça, c'est sûr. Certains vont regarder aussi sur Google. Ça, c'est pas un truc de derrière les fagots. C'est les Pashtuns, c'est des familles juives. Ça, c'est pas les talibans. Mais qui m'a parlé de ça? Oui, non, mais ça, c'est des familles qui sont le cœur du mouvement taliban, les Pashtuns. Voilà. Maintenant, une seconde, il y avait quelqu'un récemment, ça me reviendra, avec qui on a discuté des heures et des heures sur ce sujet. Je ne sais plus qui c'est. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les Corses, ok, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, prenons, voilà, je reprends, on prend l'exemple des Corses, ce n'est pas les grandes familles corses, d'accord? Vous regarderez, vous remettrez Corse juif, ouais, et vous aurez des sites, pas seulement des pages, des sites. Voilà. Ok. En tout cas, de la même manière, pour les Pashtuns et des Juifs, vous avez aussi des documents. Ça, c'est pas des secrets, c'est pas des trucs que j'ai lus dans des trucs complotistes. C'est pas ce que vous entendez, je sais. Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a ici, nous avons trois opinions. Une opinion qui dit que Yéthro est venu après la traversée de la mer Rouge. Une opinion qui dit que Yéthro est venu après la guerre contre Amalek. Mais ça, c'était avant Matan Torah. Une troisième opinion qui dit que Yéthro est venu après Matan Torah. Donc, ça veut dire que, logiquement, les deux premières opinions pensent qu'il y a un sens pour quelqu'un qui n'est pas né juif devenir Israël indépendamment de Matan Torah. C'est vrai qu'ils allaient vers Matan Torah, mais comment tu vas t'associer à Israël aujourd'hui? Prenons par exemple quelqu'un, je disais voilà, quelqu'un il est corse, d'accord? Ou il est, je ne sais pas, moi, il est occitan. Voilà. Tout ça, l'Occitanie aussi, il y a tellement de familles juives qui se sont mélangées avec les occitans qu'on est paumé. Alors prenons un Inuit, voilà. Ah, j'ai trouvé. Ah là là. Un Inuit. Voilà. En Inuit, il n'y a pas eu tellement de marranes qui se sont réfugiés dans les igloos. Donc, tu as un Inuit, il vient avant Matan Torah. Yéthro. Le fameux Inuit Yéthro. Alors, le Maharal explique qu'il peut s'associer à Israël parce que par la traversée de la mer Rouge, Israël a acquis un niveau de Kedusha qui le sort de la dimension simplement ethnique. Donc, on peut s'associer. On peut s'associer. Excusez-moi. Mais il n'y a pas Torah Mitzvot. Aujourd'hui, tu as un Inuit. Ouais, il arrive. D'accord? Comme celui dans la chanson de Bob Dylan, l'Eskimo Queen. Vous ne connaissez pas l'Eskimo Queen de la chanson de Bob Dylan? J'enverrai dans le groupe du cours de Gros Hachem après. Ouais. La chanson de Bob Dylan sur l'Eskimo Queen. Alors, t'as Queen Eskimo, il vient. On lui dit, monsieur, il faut, si vous êtes un homme, vous avez la circoncision, vous allez au mikvé et que vous acceptez les mitzvot de la Torah. C'est ça, le protocole de la Guéroute. Après, vous êtes Israël. D'accord? C'est le protocole de la Guéroute. Il faut, donc il y a Kabbalata mitzvot, accepter les mitzvot. Mais comment c'est possible, le Guéroute, avant Matan Torah? You understand?
C'est étonnant. Ce qui fonde la caractéristique des bons Israël. Il n'y a pas toutes les mitzvot, il y en a certaines. J'ai pas compris. Il n'y a pas toutes les mitzvot au moment avant Matan Torah, mais il y en a certaines. À la sortie Oui. d'Égypte. Il y en a certaines. Il y a certaines mitzvot, c'est vrai. Il y a Korban Pessah, il y a on dit, ils ont eu Shabbat avant d'arriver à Matan Torah. Il y a eu Shabbat, il y a la Brit Mila. C'est vrai. C'est vrai. Ça. Et Raph, c'est quoi qui vous choque? Comment? Qu'est-ce qui vous permet qu'il y ait une conversion ou c'est le fait qu'il rejoigne un autre peuple? Non, si tu veux, le phénomène de Guérout est un phénomène qui est très spécial. C'est vrai, j'ai lu ça dans Actuj, on n'était pas un peuple, comment ça s'appelle? Prosélyte. Voilà, c'est ça. Toi aussi, tu as lu Actuj. Voilà. Donc, on n'est pas un peuple prosélyte, d'accord. Mais néanmoins, la dimension de Guérout existe. Bien qu'on ne la recherche pas, mais elle existe. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas né juif peut devenir juif. Il y a des gens, par exemple, mon beau-père, le père de ma femme, je traduis parce que vos pères, ils ne savent pas ce que c'est, je dis. Le père de ma femme, lui disait, moi, la Guérout, j'y crois pas. Comment tu veux que quelqu'un qui n'est pas né juif devienne juif? C'est du bidon, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Alors bon, okay. Moi je le comprends. Je comprends. Ça veut dire, nous qui sommes de familles juives, dont nos parents étaient juifs, sont juifs, nos grands-parents, etc. Et une fois, il y a une jeune fille, elle est venue, une petite étudiante, tu vois, style. Bonjour, Isaac, machin, bidule. Oui, j'aimerais me convertir. Alors, alors, je lui ai dit, regardez, je vous conseille de lire les 2 volumes de Shaul Friedlander sur les persécutions de 1933 à 1939, ça s'appelle les années de persécution, 1939 et 1945, les années d'extermination. Lisez ça, revenez me voir. Non, mais c'est vrai, d'un côté, ça veut dire... Ça, c'est la fin. Oui, non, mais c'est vrai, oui. Non, c'est vrai. Non, mais même... Non, ça veut dire, nous, nos familles, elles ont traversé ça. Ouais. Et il y a, prenons, je ne sais pas, dans les familles ashkénazes, ils sont des rescapés des camps, ou des enfants cachés, etc., machin. Et il y a quelqu'un, il vient, il dit, moi, je veux devenir juif. Dégage. Alors, je comprends. Ça veut dire, t'arrives, toi, t'en as marre de manger ta pizza au jambon, tu veux manger une pizza cachère. Bon, je le comprends, quelque part. Mais faut pas déconner non plus. Et il y a eu l'expulsion d'Espagne, il y a eu destruction du temple, les trucs, machin. Nous, on a une mémoire chargée. Bon, c'est vrai, toi aussi, tu as la guerre de 100 ans, tu as le truc, de machin. Bon, mais c'est pas le même genre, quoi. C'est vrai que dans le fond, je comprends que quelqu'un dit c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quelqu'un, il arrive, là, machin, tranquille, maintenant, je vais devenir juif. C'est pas naturel. Non, c'est pas. Non, c'est pas juste, même. Moi, je dis, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est dégueulasse. Elle a lu les 2 tomes, là, je me dis pour elle. Elle est pas. Non, non, mais tu comprends. Alors, c'est or. Ce que je viens de dire est faux. Non, ce que je viens de dire est faux. Ce que je viens de dire est faux. Alors, très, très bien. Alors, très bien. Alors, il faut savoir, et c'est ça le sujet, qu'on a déjà parlé de ça, mais je le reprends, que le mot conversion, c'est un mot chrétien. Conversion, c'est un mot chrétien.
C'est-à-dire, c'est Paul de Tarse, il a eu la révélation sur le chemin de Damas. Relisons les évangiles. Ouais, c'est quoi? Il était sur son cheval, c'était, je sais pas, c'était comment? Ouais, un truc comme ça, ouais. Et il a eu la révélation. Ça, c'est une vision chrétienne qui, quelque part, est aussi reprise dans l'islam. Que quelqu'un qui par exemple, est breton, oui, et il veut devenir musulman. D'ailleurs, il y a un livre que je vous conseille, ça s'appelle Jusqu'au bout de la foi de Naipaul. Le titre a été très très mal traduit, je ne sais pas comment c'est en anglais. Ouais. Ouais. Alors, c'est en vérité Naipaul et Naipaul est un grand écrivain qui a eu le prix Nobel, je ne sais plus quand, et c'est un hindou qui est né en Guyane, anglaise, en Suriname, non pas Suriname, en Guyane anglaise. Si, un hindou. Et il a été élevé style Oxford, tu vois. Et c'est devenu un très très grand écrivain anglais. Et après, il a eu une crise de conscience identitaire en disant c'est pas mon identité. Et il a travaillé beaucoup sur des peuples qui prennent une identité qui n'est pas la leur. Et ce livre-là, qui a été écrit à la louche, je vous le fais pour 98, moi je l'ai lu dans ces eaux-là, il n'y avait encore pas les Twin Towers, etc. C'était avant les Twin Towers, avant machin, vers 98. Et le livre, c'est sur les peuples multiples et divers qui se sont convertis à l'islam et qui ne sont pas arabes. Donc il y a des chapitres énormes sur la Malaisie, sur le Pakistan, sur l'Iran, puisque les Iraniens, c'est des Perses, c'est pas du tout des Arabes. Donc l'islam, c'est une identité qui transcende les peuples, comme le christianisme, parce que c'est une foi. C'est une foi. C'est ce qu'on appelle la conversion. D'ailleurs, ce livre, il m'a vraiment bouleversé. Il m'a vraiment bouleversé. C'était très, très, très... parce que, si vous voulez, il y a eu le mouvement des ballets de Chouva aussi. Moi, ça a beaucoup eu un écho. Tu vois, des gens qui ne sont pas nés religieux, qui deviennent religieux, c'est un écho quand même. C'est pas des peuples entiers. Oui, mais même c'est quelqu'un qui est né juif, tu vois. Maintenant, la notion de guérout, c'est pas la conversion. C'est vrai qu'on appelle en français conversion, mais c'est pas bien. C'est quand on voit dans la Torah, et notre ami Georges Ansel, il a écrit d'ailleurs dans un de ses livres que la guérout, la gour, c'est résider. Naturalisation. C'est-à-dire naturalisation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il devient Israël. Il devient Israël. Mais c'est ça la question du Maharal. Ça veut dire, il devient Israël. Il devient Israël. Mais comment tu peux devenir Israël? C'est une notion nationale. C'est ce que M. Ansel dit. La guéroute, c'est une nationalisation. Naturalisation. Mais en vérité, on voit dans le Maharal un petit peu plus. Tu deviens Israël. Mais comment tu deviens Israël? Puisque finalement, Israël, c'est des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ce que nos parents nous ont dit.
On est des juifs, voilà. On est des juifs, voilà. On est des juifs. Alors, c'est ethnique. Alors, comment quelqu'un qui n'est pas de cette ethnie peut, je ne sais pas quoi. C'est ça, en fait, c'est ce qu'il dit. D'après le Mandela Mark, c'est extrême, il dit qu'à ce moment-là, la définition d'Israël n'est plus une simple ethnie. Voilà. Et donc, c'est une gdoucha. Et donc, si être Israël, c'est une gdoucha, bah, c'est accessible. Mais vous voyez, regardez, même d'un point de vue, vous voyez, nous, on est autour de cette table. Et autour de ce Zoom. Des fois, moi je suis terrassé positivement. Ça veut dire, quand on dit terrassé, ça veut dire, terrassé, c'est que c'est un peu négatif, tu vois. Mais par exemple, lorsque Gabriel Benoualid, je t'ai demandé, je sais pas, il y a quelques séances, parce qu'on a des faciles là, de luxe, là, ouais. Est-ce que ta famille aussi venait de Fès? Et dans un air vibrant, tu as dit pas du tout, on vient de Mogador, n'est-ce pas? Bien. Alors, moi, ça me bouleverse. Qu'est-ce qui me bouleverse? C'est comment, quand on étudie la Torah, au niveau social, presque ethnique, qu'est-ce que ça a à voir? Mais mon père, qui est né en Pologne, ma mère, elle est née en France, mais ses parents venaient juste d'arriver de Pologne, du même coin. Et quand on étudie, on échange intimement, comme si vraiment on était, excusez-moi l'expression, de la même famille. C'est dingue quand même. Moi, ça me terrasse. Je dis terrasse positivement, je dirais. Ça me, c'est incroyable, quoi. À l'inverse. C'est incroyable. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Il y a 2 Shabbats, pas ce Shabbat, le Shabbat d'avant. Il y a un jeune étudiant de Cincinnati, je ne sais pas, il avait 21 ans, 22 ans, qui est venu à Paris, et il était chez nous Shabbat. Il connaissait les mêmes Zmirot. C'est le même Shabbat, quoi. On l'a jamais rencontré, ce jeune, on l'a jamais rencontré, et peut-être jamais on le rencontrera, et on passe le même Shabbat, mais c'est à se couler par terre. Et attention, sa famille vient de Perse. C'est des Perses. C'est pas des Shkon, c'est des Perses. C'est dingue, on était là, on était... c'est trop bizarre. Non, mais c'est... Non, il le fait encore mieux que... Non, mais c'est trop bizarre. Il y a une dimension ici, si vous voulez, au niveau analytique. Au niveau analytique, il y a, le Maharal nous dit qu'il y a une dimension de s'associer à Israël en tant que peuple particulier, Miyuchad, qui a une spécificité, indépendamment de Matan Torah. Indépendamment de Matan Torah. Ça veut dire qu'il y a une dimension de s'associer à un peuple. Oui. Ça veut dire. Mais parce qu'à la mer Rouge, parce qu'à la mer Rouge, on a fait une Mahala Eliona. Oui, mais cette Mahala Eliona. Quand on dit que Atashifra Alayam, on a eu un dévoilement prophétique. Alors, c'est pas encore la loi. Mais, oui, c'est pas la loi. Mais si tu veux, il y a un attachement national au destin d'Israël. Si tu veux, c'est pas que. Non, si vous voulez, pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est ce que
comment dire, c'est une critique qu'on fait dans les dernières années ou dernières dizaines d'années, où il y a eu beaucoup, comme moi et d'autres, qui se sont rapprochés de l'application des mitzvot, de l'étude de la Torah, voilà. Comme si l'étude de la Torah et l'application des mitzvot, c'était, excusez-moi l'expression, l'alpha et l'oméga du peuple juif. Eh bien non, il y a le peuple juif et il y a aussi Kabbalat Mitzvot. Kabbalat Mitzvot est fondamental, mais ne résume pas tout. Il y a une dimension nationale à Israël. Je vous donne un exemple. On voit dans les parachiotes, Datan et Aviram, les gros méchants là, ceux qui s'opposent tout le temps à Moshe Rabbeinu. Tu vois qui c'est, Datan et Aviram? T'as entendu parler? Hein, on voit que dans la paracha de Shemot, il y avait deux juifs qui se disputaient. Rachid dit que ceux qui se disputent, on les voit tout le temps, c'est Datan et Aviram. On verra plus tard qu'ils vont s'opposer à Moshe Rabbeinu dans la révolte de Korach. Il y a des meneurs avec Korach, c'est Datan et Aviram. Ce qui sont engloutis. Bien. Alors, quand on a étudié le Sefer Shmuel, il y a des kabbalistes qui disent que les deux qui se sont posés à David, c'est Doeg et Achitophel. Doeg et Achitophel. En vérité, c'est quelque part la même personnalité que Datan et Aviram. Alors, on a creusé ça. Pourquoi Datan et Aviram finalement sont sortis d'Égypte, puisque c'était des très méchants. On les voit tout le temps, ces gros méchants. Alors, en creusant, c'est ressorti que Moshe Rabbeinu, c'est l'enseignant de Torah, mais Datan et Aviram, quelque part, c'est des nationalistes juifs. Si, par exemple, quand on voit à la fin de la parashat Shemot, on voit à la fin de parashat Shemot que depuis que Moshe Rabbeinu est venu voir Pharaon, il a été encore plus cruel. Et alors, il gueule, il dit, qu'est-ce que tu as apporté le mal à nos frères? Et Rachid dit, c'est Datan et Aviram. Mais en vérité, ils défendent les Juifs contre Moshe. Quand tu lui disais, alors, t'as tué les Égyptiens, t'as tué les pas. Quand il le dénonce à Paris, c'est pas très nationaliste. C'est vrai, tu as raison. Bon, je vais réviser ma copie. Mais Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que moi, je veux dire que Datan et Aviram, quelque part, c'est des nationalistes juifs. Ce qu'on voit d'ailleurs, on l'a vu dans le Sefer Shmuel. On voit par exemple, tu as Yoav qui défend David, mais quelque part, il s'oppose à David. Il y a une rivalité entre des gens qui ont une dimension nationale et une dimension de Torah. Mais il n'y a pas que la dimension de Torah, il y a une dimension nationale. C'est ce qu'on voit par exemple en Israël. Tu as l'armée, tu as les Haredis, tu vois. Et quelque part, ils ne se supportent pas. Parce que il y a deux pouvoirs qui c'est les vrais juifs. Est-ce que c'est ceux qui font l'armée ou ceux qui étudient la Torah? Merde. Alors chacun veut dire c'est moi. Mais peut-être qu'il y a ces deux dimensions. Il y a une dimension nationale. Je sais pas, tu vois, par exemple, un type comme un dingue comme Ariel Sharon ou des gens comme ça,
ils se sont mis en danger pour sauver le peuple juif. Pendant la guerre de Kippour, des trucs comme ça, c'est des trucs de dingue. Tu vas dire, ouais, non, c'est la force de la Torah qui sauve le peuple juif. C'est vrai, mais l'autre, il a raison aussi, tu vois, mais il ne se supporte pas, parce que chacun dit, c'est moi qui ai raison. Okay. Je ne sais pas qui a raison, mais les deux existent peut-être. Les deux existent. Et peut-être que cette tension-là, elle est structurelle. Il y a une dimension pas ethnique, mais nationale d'Israël, où s'associer à Israël a un sens, indépendamment de Matan Torah. C'est ce qu'on voit ici dans le Maharal. C'est ce qu'on voit dans le Maharal. D'après le premier Mandéama. Le premier et le deuxième. Il y a trois. Le trois, non. Le 3, non. Qu'en vérité, on peut s'associer qu'à partir du moment où il y a une dimension qu'on peut partager. C'est Torah ou mitzvot. Ça s'entend, mais il n'y a pas que cet avis. J'ai été voir dans Rachid, là, sur le Chumash, il y a marqué que les deux premiers. Ouais, Matan Torah. Il y a marqué très bien. Créatem Souk et Matamalek. Lui, il ne le présente pas comme deux avis. Il associe les deux. Mashmoua Shama Uba, Créatem Souk ou Matamalek. Rachid. Ouais. Voilà. Non, mais donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est et. Lui, il fait un. Ça, c'est la question. Il associe les deux. C'est là, dans ce qu'on a vu, en fait, dans ce que rapporte le Maharal, chacun des événements peut justifier à lui tout seul la guéroute de Yitro. Non, la guerre d'Amalek, non, pas en tant que telle. C'est en complément, c'est ce que dit Manu. C'est en complément de Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf était encore déficient tant qu'il n'y avait pas l'écrasement de l'opposition radicale. D'accord. Mais Rachid, par contre, il ne fait pas de mention de Madame Dor. Ouais. Non, les deux qui fusionnent. C'est le deuxième avis en vérité. C'est le deuxième avis. Il y a besoin d'aide. Comme il disait tout à l'heure, c'est pareil, l'inverse, on aurait dit qu'ils ont une histoire commune maintenant. Puisqu'ils ont traversé la mer Rouge en tant que nation, peuple, etc., c'est là où ça devient le plus difficile, a priori, d'entrer dans cette histoire. Oui, puisqu'ils n'ont pas vécu ça. Oui. Il a raison. Comment quelqu'un qui n'a pas vécu à traverser la mer Rouge peut s'associer à un peuple qui a traversé la mer Rouge? Ben, dégage, patate. C'est ce qu'il dit. Pas le même vécu. D'une certaine façon, ce qui s'applique aux convertis, aux naturalisés, s'applique aussi aux générations futures. C'était pas là. Ouais, mais ils ont les traumatismes. Ils ont les traumatismes, ils ont les strates. Oui, ça c'est dans une culture ethnique. Ethnique, oui. Alors on voit que c'est pas ça. On voit que c'est pas ça. Pas que ça. C'est difficile, hein. Mais c'est extraordinaire que le Maharal thématise cette question. Ça, c'est incroyable. Continuons. Oui. Pourquoi l'existence d'Amalek en soi, sans guerre, sans rien, juste le fait qu'il y ait Amalek qui existe quelque part, ça a un impact. Oui, alors il le dit en vérité, tu peux regarde, il le dit finement, il dit finement. Rak, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne. 8e ligne, la colonne de gauche. 8e ligne en haut. C'est bon? Rak, Milchemet, Amalek, Shayou Govrim Israël al Amalek. C'est seulement la guerre d'Amalek. C'est-à-dire la thèse du Maharal que Israël a dominé Amalek.
Az ba l'Idgayer, alors il vient l'Idgayer, ou les Traber d'Israël, et s'associe à Israël, Sheaz Usar à Oyev à Mitnaged, qu'alors a été retiré l'ennemi qui s'oppose. Ve Nisharu Israël be'ardutam be'malatam à Eliona. Donc reste Israël dans leur unité à leur niveau supérieur. Ça veut dire que quand il y a Amalek, on dirait que Israël est abîmé. Ils ne sont pas dans une unité. Parce qu'Amalek, nous on croit que Amalek, c'est des petits voyous. Mais Amalek, par exemple, j'ai vu des commentaires. Vous savez que lorsque Aman vient voir Assuérus, il lui dit « Faisons une potence de 50 coudées pour pendre Mordechai. » Pourquoi 50 coudées? 50, Amot, 50 coudées, et pourquoi pas 55? Et pourquoi pas 40? Et pourquoi pas 60? Alors, certains commentateurs expliquent que les 50 coudées représentent les 50 portes de la connaissance. Et Hamishim Sharebina. Parce que lui, il dit qu'il atteint les 50 portes de la connaissance. Que Amalek, c'est aussi pas seulement l'opposition, c'est pas seulement l'opposition physique, qui est l'opposition physique, mais aussi une opposition dans la connaissance. Prenons des exemples. Il y a on constate qu'il y a, je prends un exemple qui est très intéressant. Au début du 19e siècle, il y a M. Charles Darwin, il arrive, il dit l'homme descend du singe. Et d'ailleurs, il a fait, comme on dit, floresque. Ça s'est développé, son histoire. Mais c'est un Big Bang dans l'humanité de dire un truc comme ça. C'était carrément un Big Bang. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant. Il y a, excusez-moi, je cite des livres. Désolé, vous allez. Quand est-ce que ce mec-là, il étudie? Parce que ça pose problème. Ça pose un problème. Pourquoi il lit tous ces bouquins? Je ne sais pas répondre à cette question. Mais il y a une série de plusieurs livres qui s'appelle L'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov. On a Prozac. Comment? On a Prozac. Léon Poliakov. Oui. Poliakov. Alors. Il y a une marque de vodka qui s'appelle Poliakov. Alors, Léon Poliakov, dans je ne sais pas quel tome de son histoire de l'antisémitisme, qui est absolument remarquable, et comme dit Manu Vanish, qui est très anxiogène. Alors, il y a, je ne sais pas quel, il prouve que les thèses nazies est la suite logique du darwinisme. Tout Mein Kampf, c'est la suite logique, c'est-à-dire que il y a Struggle for Life, la lutte pour la survie, c'est le langage des nazis. C'est-à-dire, tant qu'il y a les juifs, l'Allemagne ne peut pas se développer. C'est un virus. Et contre un virus, il faut être radical. Regardons le coronavirus. Donc, il faut être radical. Il faut éradiquer ce qui abîme l'Allemagne éternelle, et il faut les éliminer, sinon c'est médical, c'est médical. Et Darwin ne nous a-t-il pas prouvé que c'est le plus fort qui gagne, le plus adapté qui gagne? Donc nous sommes les plus adaptés, nous devons éliminer ceux qui ont des tares mentales, ceux qui ont des tares congénitales, etc. Et aussi, bien évidemment, les juifs et les races mineures. Et il prouve que c'est Darwin.
Donc, tu as une dimension dans la connaissance qui est Amalek et dans laquelle tu as énormément de juifs qui rentrent en vérité. Nous, on est toujours réceptifs de tout ce qui a l'air moderne, etc. Et beaucoup de juifs se sont engouffrés dans des thèses Darwin ou d'autres thèses, hein, je sais pas, par exemple, on voit aujourd'hui que toutes les thèses les plus débiles, c'est que des juifs qui les défendent. Je sais pas, les théories des genres, c'est Judith Butler, le vegan, c'est Peter Singer. C'est que des feuilles que l'on sait les trucs les plus tarés de la dernière génération. Quoi? Peter Singer. Singer, c'est que des Polacks. Laisse tomber. Mais je vous conseille le livre de Bronner là, que j'avais conseillé là. Pas Bronner. Non, je sais pas quoi. Bronstein sur la philosophie est devenue folle. C'est très, très, très puissant sur ces sujets. Mais en tout cas, ça abîme le peuple juif. Le peuple juif perd avec Amalek. Et d'ailleurs, c'est écrit que qu'il s'est attaqué à tous ceux qui traînaient, en vérité, qui étaient attirés par Amalek. Il y a une dimension, Amalek séduit. Parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait que Shaoul n'a pas tué le roi Agag. Mais il aurait dû tuer le roi Agag. C'est comme si tu me disais, il faut tuer, je ne sais pas, Jean-Sébastien Bach. Ah non. Non, ça veut dire c'était quelqu'un, l'Amalécite, qui a une dimension apparente, spirituelle, puissante, et qui séduit Israël et qui déstabilise Israël. Tant qu'Amalek n'est pas éliminé, même Israël est attenté, n'est pas à son niveau. C'est dans les mots du Maharal, hein. Dans les mots du Maharal. Alors, on continue. Alors, au milieu de la colonne, il y a une virgule qui est char, les chlol gamken, agerim, im Israël, chez Mekablim et Torah gamken. Donc, le troisième avis dit qu'il est possible d'englober les guérim avec Israël, qui reçoivent la Torah eux aussi. Mais Zotama, là-bas, Yetro l'Idgayer, c'est sur ce niveau que vient Yetro l'Idgayer, et ça, c'est Israël, qui yesh Israël, Kabbalat Torah, Shagerim Mekablim gamken. Car yesh lefaresh. Véné, à parashiot baot mekusharot. Les parachiotes viennent liées l'une à l'autre. Trila, Kriyat Yam Souf. Premièrement, Kriyat Yam Souf, ce qui veut dire, c'est qu'il y a un suivi. Premièrement, traverser la mer Rouge. Vararka, Milchemet Amalek, c'est dans Parashat Béchalar. Kiachar, Shekara Lahem Hayam, Fekanu Israël, Aitzem Alatam Agdola, Azba Oyev. Car une fois que Dieu a fendu la mer, et que Israël a acquis l'essence de son niveau, son grand niveau, alors est venu s'attaquer l'ennemi. Kizé Oyev et no mitnaged l'Israël rag metza kedushat Israël bema shem nivdalin mikol umot vezeu etsem malatam. Car l'ennemi a une opposition à Israël, pas ethniquement. Vous voyez, ça c'est un truc difficile au niveau historique, au niveau sociologique, parce que il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'invention d'un concept juridique, c'est-à-dire de génocide. Hein. Il y a eu, si je ne m'abuse,
au procès de Nuremberg, des concepts nouveaux qui n'existaient pas juridiquement, c'est crime contre l'humanité et génocide. Mais après, on va te dire, oui, il y a le génocide des Arméniens. Oui, mais il y a aussi des crimes contre l'humanité. Comment ça s'appelait là-bas, Pol Pot? Au Cambodge. Voilà. Alors, comment? Rwanda. Oui, les Hutus et les Tutsis. Donc, après, on va te dire, oui, mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Comment? Les Juifs, c'est pas beau. Ouais. Comment? C'est répété de génération en génération. Non, mais là qui vont. C'est le plan industriel qui est. Là, c'est pas été à Israël en tant que peuple. C'est Irak. Voilà. C'est pas que ethnique, voilà. Même si c'est voilà. C'est seulement en vertu. En fait, Amalek ne s'attaque pas à Israël avant Kriyat Yam-Souf. Voilà, c'est ça. Kriyat Yam-Souf manifeste la Kedusha d'Israël. C'est là que Amalek attaque. C'est là quand Israël, qui est porteur d'une dimension de Kedusha, c'est là ce que ne veut pas Amalek. Là ce que ne veut pas Israël. C'est ce que ne veut pas Amalek. Le Fikar, Amalek, Aya Rodef Achare Israël. C'est ce qu'on voit par exemple, Pharaon. Lui, ce n'est pas un ennemi d'Israël. C'est qu'il a des problèmes avec Israël. Ça lui pose problème. Est-ce qu'ils vont une 5e colonne? Est-ce que, d'ailleurs c'est écrit dans le verset, que c'est une présence dans le pays qui ne peut pas être loyale, qui a une présence autonome, différente. Et ça risque d'être un danger pour le pays. Et ils sont trop nombreux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un problème. Au départ, il n'est pas mitnaged. Il a un problème. Ça s'entend. Pharaon, ce n'est pas un ennemi radical. On a vu que son problème, c'était de reconnaître la tradition. Oui, parce qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Regardez, les nations. Quand bien même s'opposent-ils et sont-ils ennemis d'Israël? Yesh chiluk. Il y a une différence. Qui Amalek rodef Israël. Amalek poursuit le cas qui était Vayavo al Amalek. Comme disent les Chachamim, il est venu d'où? Ça, c'est la paracha qu'on lit à Purim le matin. Vayavo Amalek, dans parachat Béchalar. Sheba me'ar seir arba meot parsa. Il est venu 400 parsa, c'est-à-dire une parsa, c'est 4 km grosso modo, 1600 km. Car Amrou Bemechilta, comme on dit dans Mechilta. Il est venu, c'est-à-dire, il n'avait aucun problème. Tu vois, je ne sais pas moi, Poutine, il veut reprendre une partie importante. Oui, pourquoi? Nous sommes la Grande Russie. Oui, je veux reprendre. C'est un faux, l'Ukraine n'a jamais existé. Donc moi, je reprends le destin. C'est l'Alsace et la Lorraine, machin. Donc je reprends ce qui me revient. Non, c'est pas à toi, c'est à moi, machin, bidule. Tu as des intérêts. Tu as une frustration, tu as un truc de machin. Lui, il n'a aucun intérêt. Mais il est venu, 1600 km, il n'a aucun problème. Il n'a pas de problème. Il poursuit, c'est ça ce qu'il dit. Il dit, l'explication de ça,
est très secrète. C'est très secret. Une star méot. Qui itnagdut atzmi yesh l'Amalek Israël. C'est une opposition essentielle, pas conjoncturelle, essentielle avec Israël. ומאחר שהיה לו התנגדות עצמי, שלא יהיה ישראל חס ושלום מציאות, il a une opposition essentielle que Israël n'existe pas. Il a un seul but, qu'Israël n'existe pas. Tant qu'il y a Israël, il ne peut pas. Il ne faut pas qu'il y ait Israël. Entre parenthèses, je vous conseille les 2 livres de Shaul Friedlander là sur tu les as c'est chef-d'œuvre. 2 fois 800 pages quoi. Tu as lu ça pendant la sieste? Il a de l'avion, on a et il fait la sieste pendant l'avion là. Il faut que tu lises Luigi Zocca déjà. Il n'a pas encore acheté. Non, c'est pas je l'ai moi, parce que tu veux? Oui, je te passe. Ah oui, Luigi, c'était pas je suis allé toi avec le temps de l'attente. Il a, c'était dit au début, il a mis, il y a 20% de citation. Milan, c'est pas Manhattan. 20% de citation, c'est énorme. Dans une ville comme Milan, où il y a pratiquement. Tu l'as, toi? Il est au fait. Enfin, comment? Tu lis pas, tu as raison. Alors, tu l'as, toi? Comment? Ok. Comment? C'est le livre du monsieur qui a parlé le père. Avec un titre pareil, c'est normal qu'on va une conférence. Alors, regardez, là, excusez-moi, mais franchement, il y a des gens qui ont bossé, qui ont fait des choses. Moi, j'aime bien. Là, Shaul Friedlander, c'est un orphelin de la Shoah. Et il est devenu historien. Il a passé sa vie sur le sujet. Il a écrit beaucoup de livres. Et il a écrit, après 50 ans de travail, il a écrit 2 tomes. Un tome, ça s'appelle « Les années de persécution ». C'est 1933-1939. Et après, les années d'extermination. Mais c'est pas trop, comment dire, Faisons. Non, enfin, 1939. Alors, je vais vous dire un exemple. Parce qu'il a écrit à la fin des années 90, au début des années 2000. C'est l'aboutissement de tout son travail pendant 50 ans. Et, très important, lorsque le rideau de fer s'est écroulé et que les pays communistes se sont écroulés, et alors il y a eu accès à des archives que jusqu'au début des années 90, ils n'avaient pas accès. En particulier en Allemagne de l'Est. Et il sort des documents, mais franchement, à tomber par terre. Des trucs qui, pendant des années, il y a eu certaines thèses, etc. Et là, tu voyais explicitement, ça déblayait certaines thèses que tu voyais clairement. Entre autres, il y a un document top secret d'Hitler que jusqu'en 1992-93, on ne savait pas que ça existait. Qu'il a fait, c'était une ordonnance secrète je crois c'est Hans Frank, qui était le gouverneur de la Pologne. Une directive secrète, c'est quoi? Il met qu'aucun juif ne s'échappe du district de Lublin. Si un juif arrive à s'échapper du district de Lublin, on est foutu. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Lublin, c'est en Galicie, dans le sud de la Pologne. C'était l'endroit
le plus religieux de Pologne. Il y avait énormément de religions en Pologne. Pas tous, évidemment, il y avait beaucoup de socialistes, machin. Mais le district de Lublin, c'est le centre du chassidisme. Le centre du chassidisme en Pologne, c'est Lublin. Et lui, dans sa vision absolument lucide du peuple juif, si un juif échappe, si un juif qui n'est pas massacré, il arrivera à retransmettre le judaïsme. On est foutu. Il faut que le judaïsme soit éradiqué. Comment? Le district de Lublin. Personne n'échappe. Dans la réchoute, il faut prendre des choses que même beaucoup de juifs occidentaux... Et ça, c'est un chidouche. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont attaqués aux juifs pas pieux, parce que... Ce qui n'est pas faux non plus. Ça a commencé, machin, par... voilà. Mais lui, il avait une vision très claire que c'est surtout la transmission du judaïsme qui était en danger. C'est un juif de district de Lublin s'échappe, n'est pas massacré. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Et explicite, vous le verrez si vous avez la patience, c'est remarquable. C'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Un chef-d'œuvre, ce livre. Mais quelle différence, par exemple, avec Raoul Hilbert? C'est autre chose. Non, c'est un autre. C'est un autre chef-d'œuvre. Non, c'est des chefs-d'œuvre. Ça veut dire c'est des gens qui ont des visions, qui ont des. Passe pas une vie là-dessus comme ça. Hilberg aussi, c'est très, 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 très puissant. Ok, on continue. Regardez ce qu'il dit, le Maharal. Atamazé unistar meod. Pourquoi cette opposition, elle est très secrète. Nistar, ça veut dire c'est caché. C'est pas un truc que tu comprends comme ça. Tu comprends pas puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Tu comprends pas. Tu m'embêtes, moi je t'embête. Ça, je comprends. Voilà. Mais là, voilà. Qui itnagdut atzmi yesh l'Amalek. Il y a une opposition essentielle d'Israël Amalek contre. Umachar shayalo itnagdut atzmi sheloye Israël chas v'shalom metziut. C'est quoi? C'est une opposition essentielle que Israël n'existe pas. Regardez, c'est prophétique ce que dit le Maharal. Donc, quand le roi de France y expulsait les Juifs pour raisons financières, c'est pas la même. Bon, il y a une haine d'Israël, il y a une haine, il y a un antisémitisme chrétien, mais il peut y avoir un amalécite, une dimension amalécite en passant, mais pas gratuite. Voilà. Tu peux tout expliquer. Là, tu n'expliques pas. Il n'y a pas d'intérêt. Et comme la Mechita, il est venu 400 personnes. 400 personnes. Il ne se côtoie même pas. Continuons. Le Karachok Vekarov Etzlo Beshavé. Étant donné qu'il a être loin ou être proche, c'est la même chose. Vayaba Arba Meot Parsal Ilachem Israël, il est venu 400 coudées pour s'attaquer Israël. Chez Itnagdut Sheesh Ben Amalek ou Ben Israël, Metzad Esem Shelem. Cette opposition vient de l'essence. S'il y a une opposition essentielle, ce n'est pas la distance, ce n'est pas la proximité. Mais chez Amar, c'est ce que dit Milchama Lachem Bamalek Midor Dor. Dieu nous enjoint une guerre, la guerre pour Hachem contre Amalek, de Midor Dor. Il n'y a pas un changement, car c'est essentiel dans la structure. Quand Israël a acquis ce niveau supérieur par le biais de Kriyat Yam-Souf, donc là, ils ont acquis l'essence de qu'est-ce que c'est Israël. Comme on l'a vu plus haut, c'est une nation qui n'est pas du type ethnique, mais du type de porteur d'une sainteté particulière, qui est Moshe Ber. Vient l'ennemi qui s'oppose à cette dimension structurelle. Alors Israël a vaincu Israël, mais néanmoins Dieu a ordonné
de ne pas annuler complètement Amalek. C'est ce qu'on dit. Vayachalosh Yoshua et Amalek. Yoshua a affaibli Amalek, mais n'a pas éradiqué Amalek. C'est le Mashiach qui éradiquera Amalek. Mais tant qu'il n'y a pas le Mashiach, il y a toujours. Dieu ne veut pas que, pour le moment, soit éradiqué Amalek. Pourquoi? For vous. Pourquoi? Alors, regardez, je reprends cette phrase très importante, c'est écrit dans le verset, Vayachalosh, il a affaibli. Israël Natsar et Amalek, Mikol Makom, Alpi Adibour. C'est Dieu, par la parole de Dieu, il n'a pas annulé Amalek complètement, l'ennemi. Zemipne Shadaï Lozachu Israël et la Ma'ala Gdola Liot Hashem Shalem Ad Leatid. Car Israël n'a pas acquis le niveau supérieur qu'ils auront seulement au temps futur, comme nous avons dit. Il y a encore beaucoup de choses très profondes à dire sur ce sujet, mais je ne le dirai pas. Et toc. Non, ça veut dire ici qu'il y a, oui, une énigme. Pourquoi? Ils avaient tout. Ils avaient Moshe Rabbeinu, ils avaient tout. Ils pouvaient en finir avec eux. Non, il ne peut pas. Il n'y avait pas fait le même coup, le Bar il y a quelques semaines sur un autre texte. Il avait dit des choses à dire. Oui, ça c'est systématique chez lui. Bon, ça veut dire que le Maharal, une de ses missions qui se donne, c'est nous faire comprendre que la Torah, ce n'est pas des petites choses comme ça, des petites histoires, mais ça correspond à une science très profonde. Mais il n'a pas l'ambition de nous dire tout ce qu'il y a à dire. Il veut seulement parce qu'il était donc au XVIe siècle, c'était une époque de la Renaissance, où beaucoup de Juifs disaient « Bon, ça va, le judaïsme, ça va, on connaît le couscous, ça va, c'est bon, mais maintenant, on peut avoir accès à des universités, apprendre des choses très, très intéressantes. Le judaïsme, ça ne fait pas le poids. » J'ai dit « Si, ça fait le poids. Et je vais te montrer que ça fait le poids. Maintenant, je ne vais pas tout te dire parce qu'il faut bosser. Voilà. C'est ça. C'est jamais terminé, l'étude de la Torah n'avait plus. Donc... J'ai l'impression. J'ai l'impression que ce n'est pas terminé. Alors. C'est intéressant dans le. Il y a une idée qui est parfois répandue que les persécutions et les malheurs viennent quand le conflit s'éloigne. Oui. De la Torah. Alors qu'en fait, là, on voit que c'est exactement l'inverse. Ouais. Que c'est au moment où le peuple juif est au sommet de sa sainteté qu'il est en fait attaqué de la façon la plus radicale. Voilà. Pas seulement gratuite, mais oui, tu as raison, sans intérêt. Sans intérêt radical. Sans intérêt, mais de façon totalement radicale avec l'objectif. Absolument. N'existe pas. Voilà, c'est ça ce que le Maharal nous dit ici et qui est complètement amoral. C'est quand il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. C'est-à-dire. Les gens qui sont dans leur balle et Yona. Ouais, là, ils en prennent plein la tronche. Alors là, il y a un problème, quoi. Surtout, c'est ça ce qu'il dit, ce que dit Friedlander dans comment dire, cette truc qu'il a envoyé au gouverneur de Pologne. Attention, le district de Lublin, aucun n'en échappe. Or, c'était les plus religieux. Les plus religieux. Hachem ne veut pas nous laisser tranquilles lorsqu'on atteint une malade. On dirait que c'est pas vraiment Hachem, là. C'est pas un frère, non, c'est Amalek. Oui. Il a sa liberté aussi, Amalek. Il y a un truc qui s'appelle Nistar Meod. Ouais. Parce que non seulement il nous laisse encore la fin du chapitre, et on voit Nistar Meod, c'est comme tu vois un bout de tampon secret défense. Hop. Je vais le garder maintenant. C'est Nistar Meod, ça donne. C'est peut-être Nistar Meod pour le bar aussi.
Non, je n'ai pas l'impression. Non, quand il dit Nistar Meod, ça veut dire que lui, non, lui, on sait que le Maharal, c'est un kabbaliste et c'est un maître de ce qu'on appelle Kabbalah, c'est le secret, quoi. Il sait, mais je ne te le dis pas. Il y a encore quelques lignes, Rabotai. Rag, le Fika, l'onema Rag, c'est pour ça écrit dans le verset, Vayachalosh Yoshua et Amalek. Le verset dit, il a affaibli Josué, Amalek. Velo echiv alatit. Il ne sera détruit qu'au temps futur. Et qu'Acher Gavrou Israël aloyev, Azahu la Torah, chez Ui Mala, Od Yoter, la tête la Matora, chez Mala Sichlit, chez Natan Lahem Akadosh Baruch Hu, Asechel Vachorma, le Karanyani Mitkashrim Meod Meod. Alors, mais quand Israël néanmoins a dominé, pas exterminé, mais dominé l'ennemi, alors ils ont acquis la Torah qui est un niveau supérieur que la dimension de sainteté. La dimension de sainteté, maintenant une dimension supérieure, c'est la dimension de la Torah. Pourquoi dimension supérieure? Shei Ma'ala Sichlit, c'est la dimension de l'intellect, de la pensée, que Dieu a donné à Israël, le Sechel et la Chokhmah, l'intellect et la science. Le Kar Ainyanim Mitkashrim Meod Meod, c'est pour ça que les sujets s'emboîtent les uns aux autres, s'enchaînent les uns aux autres de manière extrêmement précise. Ok, regardez, on s'arrête là pour le moment. Be'ezrat Hashem, nous verrons la suite la semaine prochaine. Ouais, là, c'est au-dessus de la Kedusha. Comment? Oui, que. Ça commence par la Torah et ça arrive avec les Kedusha. Il y en a qui révisent, hein. Attends, il y en a qui. Une seconde. On a fait 42 secondes. Ah, Torah. Ah, oui. Non, l'étude. Non, oui, j'ai compris ce que tu dis. Non, c'est bien. C'est l'échelle de Rabbi Pina. La Torah amène à la zéro, la zéro t'amène à la zéro, ça amène à la sainteté. Voilà. Mais c'est peut-être un autre sujet. Non, c'est bien, c'est très bien. Très bien. Ok. On va réfléchir. C'est bon? C'est bon là les. Merci beaucoup, Rav. Bonne soirée. Allez, Salut les amis. Au revoir.